Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre première web émission de Médici où on répond à vos questions. En fait, je suis avec Eddie Chandonnet, qui est gestionnaire de portefeuille chez Médici. Moi, c'est Pierre-Olivier Langevin, même chose, gestionnaire de portefeuille. On a demandé à nos clients, puis ceux qui suivent qui nous suivent dans notre liste de diffusion sur le site web de Médici, on leur a demandé de nous poser leurs questions. Ils nous ont envoyé plusieurs questions. On en a sélectionné 3. Puis aujourd'hui, on prend le temps, Eddie et moi, d'y répondre. On va faire ça à chaque mois. Donc, à chaque mois, vous pourrez nous envoyer vos questions. Vous allez simplement sur notre site web, vous vous abonnez, vous donnez votre adresse courriel. Et nous, à chaque mois, on va vous demander vos questions. Alors, vous pourrez avoir vos questions répondues via notre web émission. Alors, Eddie, on commence avec la première. La première question qui nous provient de Eric. Eric qui travaille dans une grande entreprise qui offre un excellent fonds de pension. Il maximise ses REER et ses CELI à chaque année. Puis, il se demande quel autre outil pourrait lui permettre de sauver de l'impôt à la fin de l'année, diminuer sa facture fiscale. Genre de question qui revient souvent là, en fin d'année. Les gens essayent, ils voient les gains en capital qu'ils ont réalisés dans l'année, ils essaient de diminuer ça. Bon, c'est sûr, si Eric a des enfants, bien, même si ça ne donne pas droit à une réduction des impôts à payer, mais plutôt à une subvention, ce serait bon de cotiser à un régime enregistré d'épargne-études. Puis s'il y a plusieurs enfants, bien là, il va y avoir des subventions de 30 % par enfant jusqu'à 2 500 par année. Donc, c'est très intéressant. En plus de la subvention, mais c'est... L'argent profite à l'abri de l'impôt. Ah, c'est clair. C'est clair. Après ça, ben, il y a aussi, si Eric a une conjointe, un REER conjoint, donc il va contribuer à son REER à elle, va améliorer l'économie d'impôt. Même chose, si sa conjointe a un CELI, puis elle n'est pas capable de cotiser, ben, il peut le faire pour elle aussi. Donc, plusieurs façons d'économiser comme ça. Mais moi, Eddie, ce que j'ai voulu regarder surtout, c'est la stratégie d'investissement d'un investisseur. Ça peut avoir un effet à long terme sur les impôts à payer. La façon que son portefeuille est géré. Exactement. Okay. Puis j'ai pris un exemple, en fait, mettons qu'Éric a un montant de départ de 500 000 dans son portefeuille. Il fait un rendement annuel avant impôt de 7 %, puis après frais. Donc, c'est à peu près le taux de rendement à long terme là, que les indices font, moins les frais. Tu es d'accord? C'est un bon point de départ. Correct. 10 ans d'horizon de placement, tout dans des comptes non enregistrés, donc des comptes imposables. Son taux marginal d'imposition est de 50 %. Alors, admettons que notre investisseur, c'est un trader. À chaque année, il fait son gain, il vend, puis il investit dans autre chose. Donc, il paye l'impôt à chaque année pendant 10 ans. Il va avoir accumulé, à la fin des 10 ans, 834 000. Tandis que si notre investisseur, il a vraiment une mentalité d'investisseur, il investit dans une belle entreprise qui augmente ses profits année après année, puis il la conserve, bien, il va arriver plutôt avec 862 000, quasiment 863 000. Donc, il y a un écart de 28 000 juste par le fait qu'il ne paye pas l'impôt à chaque année, puis elle compose, cet argent-là qui n'est pas payé à l'impôt, va composer pendant les 10 ans. Donc, c'est déjà très bon. Ça montre à quel point, finalement, la stratégie d'investissement, elle a un impact sur le taux de rendement qu'on va obtenir à long terme. Donc, ça pourrait être peut-être un autre sujet dans une émission future, mais le 7 % de rendement avec un gestionnaire trader et un 7 % de rendement avec un gestionnaire avec peut-être plus un horizon à long terme, c'est pas le même 7 %. Non, c'est pas le même. C'est le même 7 % avant impôt. Mais une fois que, tu sais, l'argent, quand on investit, c'est l'argent qu'on a dans nos poches après impôt qui est important. Exactement. Fait qu'il faut le garder en tête. C'est important. Fait que, prochaine question. Oui. On a Stéphane et François qui nous ont posé essentiellement la même question. Donc, Stéphane, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque important de perte sur les titres américains si le dollar canadien remonte, donc une perte de change? Puis ça, il parle pour les prochaines années. Puis François, lui, nous demande, bon, mais le dollar US, il a monté rapidement sur une période de 6 mois en 2014. Il parle de plus 25 %. Il dit, bon, mais s'il y a une remontée aussi rapide du dollar CAD, bien, ça va être quoi notre stratégie? Oui. Ben, sensiblement la même question. C'est une question qu'on se fait poser souvent, Pierre-Olivier. Je pense que tu es d'accord avec moi. Là. Tous les trimestres. Oui, c'est ça.
Puis c'est normal que les gens se posent des questions par rapport à ça parce qu'on est bombardé d'informations. Vous écoutez le téléjournal, on vous mentionne le taux de change en fin de journée, en milieu de journée si vous écoutez les nouvelles à midi. On a la même chose pour le prix du pétrole. Comme si c'était des informations essentielles dans notre vie, puis on devait connaître le prix du baril de pétrole, puis le taux de change 2 fois par jour. Si on parle du pétrole, qui avait prédit la chute du pétrole des dernières années? Personne n'avait prédit. C'est la même chose avec le taux de change. C'est pratiquement impossible de prédire la direction du taux de change. Les meilleurs économistes réussissent un peu plus peut-être qu'une fois sur deux à prédire le taux de change. Ça, c'est Ben Bernanke qui le mentionnait l'année conférence l'an dernier, oui. Exactement. Alan Greenspan, qui est aussi un ancien président de la Réserve fédérale américaine, puis économiste aussi, qui mentionnait son incapacité à prévoir le taux de change, puis qu'il fallait rester humble. Pour un économiste, devait être humble par rapport à ça, parce que c'est un facteur qu'ils sont incapables de contrôler. Mais là, Eddie, dans le fond, ce que tu dis, je comprends bien, c'est que le taux de change, c'est imprévisible. C'est imprévisible. À partir de là, il faut l'accepter. Une fois qu'on a accepté ce fait-là, il faut se concentrer sur ce qu'on a une capacité de comprendre et de prédire. C'est quoi ces choses-là? Les choses, c'est l'analyse de nos entreprises nous permet de comprendre quelle entreprise a une performance économique supérieure, quels sont les avantages concurrentiels durables de ces entreprises-là, la gouvernance, puis le prix qu'on paye pour l'entreprise par rapport à sa valeur intrinsèque. Si on fait une bonne analyse, on va déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise, puis on va essayer de l'acheter à escompte par rapport à cette valeur intrinsèque-là. Donc, ce qu'on contrôle, c'est l'analyse qu'on fait de l'entreprise. Les autres facteurs, ça reste des facteurs secondaires. Ça reste des facteurs secondaires. Puis on pourrait aller plus loin. Puis Olivier, les analyses de la parité du pouvoir d'achat mentionnent que le dollar canadien, sa vraie valeur pourrait être aux alentours de 84-85 sous. Donc, présentement, on serait 10-15 % sous-évalué par rapport à la vraie valeur. Mais si on investit dans des actions, on se doit d'avoir un horizon à long terme. Puis l'impact d'une sous-évaluation ou surévaluation du dollar canadien de 10-15 %, si on a un horizon de placement de 5, 10, 15 ans, ça va être minime, ça va représenter 1-2 % peut-être. Puis si ça, c'est sur les titres étrangers dans notre portefeuille. Exactement. Puis c'est encore moins. Puis ces titres étrangers-là, si on va plus loin encore pour répondre à la question, ces entreprises-là, souvent, particulièrement aux États-Unis, on a des entreprises qui sont diversifiées mondialement dans leur secteur, dans les territoires où est-ce qu'ils font affaire. Donc, il y a des liens avec la yen japonais, l'euro. Ça devient très dur d'essayer de prévoir. Fait qu'il faut accepter qu'on n'est pas capable de comprendre, puis d'analyser, puis de prédire ça. Puis il faut se concentrer sur l'analyse des entreprises, puis identifier les entreprises là, qui ont les meilleurs avantages concurrentiels. Le dollar canadien, le taux de change, ça n'a pas d'importance. Sur un horizon long terme, ça n'a pas d'importance. Parfait. Prochaine question. Prochaine question, c'est à mon tour, Pierre-Olivier. On a François qui nous demande « Que vaut Netflix selon notre modèle d'évaluation? » Oui, il faut faire attention. Je ne sais pas si tu as remarqué, là, Aaron Lani avait mentionné, c'est un de nos collègues chez Medi, puis il a mentionné, en gros, on va mettre 80 à 100 heures à évaluer une entreprise qui nous intéresse. Je veux dire, à un moment donné, là, si on se fait poser la question, oui, on va le regarder, mais ça reste un coup d'œil assez superficiel de quelques heures pour donner une appréciation. Fait que tout bémol donné. Pour répondre à François. Oui, mais ceci dit, on l'a quand même regardé un peu, puis on va vous dire qu'est-ce qu'on en pense. Ouais. Je préparais un petit tableau. La capitalisation boursière de Netflix, c'est 54 milliards de dollars US. Ça, c'est le coût là, que ça coûterait si on veut acheter l'entreprise au complet. Okay? Ils ont 86,7 millions d'abonnés et chaque abonné rapporte en moyenne 8,15 $ de revenus par abonné par mois. Donc, si vous faites le calcul, là, puis je l'ai fait pour vous, là,
La valorisation par abonné, c'est 626 pour 98 de revenus annuels par abonné. Là, on ne parle pas de profit. On ne parle pas de profit. revenus. Bon point. Seulement des revenus. Puis si vous regardez en ce moment, la marge nette de Netflix, c'est à peu près, là, ça varie, là, mais entre 1 et 5 Donc, 1 et 5 de 98 là, c'est entre 1 et 5 Je ne sais pas, Eddie, toi, qu'est-ce que tu en penses, mais si je t'offre de me payer 626 pour qu'en retour, je te donne 1 à 5 à chaque année, je ne suis pas sûr que tu vas accepter. Ça va prendre plus que 100 ans pour me rembourser. Bien, c'est ça. Ouais, OK. Fait que le point de ça, c'est qu'il faut que Netflix arrive, par exemple, à augmenter beaucoup son nombre d'abonnés pour faire en sorte que finalement, l'augmentation d'abonnés augmente beaucoup les profits par action. Ou encore le revenu mensuel par abonné. Ben oui. Il faudrait qu'il soit capable d'augmenter ces revenus-là. Mais en même temps, le modèle d'affaires de Netflix, c'est vraiment d'avoir une offre à bas prix. Exactement. Tu sais, les gens s'abonnent parce que c'est 7, 8, 9 $ par mois. Si ça se met à coûter 20 $ dans 5 ans, je ne suis pas certain que les abonnés resteraient au rendez-vous et qu'on en aurait, je ne sais pas, 200 millions au lieu de 86 millions. On pourrait même en perdre à la limite. Bien, à la limite, on pourrait en perdre, oui. OK. Fait qu'il faut miser, puis j'ai fait un petit calcul, là, s'ils augmentent année après année 20 le nombre d'abonnés sur 5 ans, ils vont avoir autour de 230 millions d'abonnés. OK? Puis avec la monétisation normale qu'on leur accorde, ça équivaudrait, avec une marge nette beaucoup plus élevée de 10 à 2,75 milliards de profits annuels. On leur accorde un multiple de 20 fois parce que dans 5 ans, ce serait une très belle entreprise encore avec beaucoup de croissance. Puis on arrive à la valeur de 54-55 milliards. Alors déjà en partant, on voit que la valorisation d'aujourd'hui prend compte du fait que ça va bien aller puis que dans 5 ans, ça va être encore une entreprise très florissante. Ça, c'est un super scénario là, qui se concrétiserait. Pardon. Ben oui. Puis, faut que tout aille bien. Il faut ouais. que tout aille vraiment bien. Puis là, ça ferait peut-être un investissement raisonnable. Ouais. Mais la question de François, c'est que vaut Netflix présentement? Selon toi, ça vaut quoi? Bien, c'est dur à dire de manière précise, mais nous, admettons là, qu'on couperait le prix de l'action en deux demain matin, on serait probablement intéressé à en savoir plus là, puis à creuser un peu plus. Mais au prix actuel, tu sais, Warren Buffett, il dit « j'ai pas besoin d'une balance pour savoir si quelqu'un a un surplus de poids. » Bien, pour faire le parallèle avec Netflix, ça semble vraiment cher. Alors, on n'ira pas nécessairement creuser davantage. Exactement. Fait que, ben, ça fait un peu le tour des questions, Eddie. Je pense que la web émission, on est prêt à recevoir les questions de tous nos membres de notre liste de diffusion. S'il y en a qui veulent s'abonner, allez au gpsmedici.ca dans la section médias. Vous mettez votre adresse courriel. Puis tout simplement, à chaque mois, on va vous envoyer un courriel. Faites-nous parvenir vos questions. Puis à chaque mois, on va prendre le temps d'y répondre. Ça me fera plaisir. Ouais. Merci, Eddie. Merci.